Bon, merci à Nicolas Mirkovic d'être venu pour passer la soirée avec nous et nous présenter le sujet, quelles sont les conséquences de la victoire de Trump. Voilà, et donc le sujet c'est la géopolitique française et mondiale, évidemment. Vous vous souvenez que il y a un mois, nous avions donc Jean-Christophe Lefebvre qui avait parlé de la question de la dette. Et depuis cette réunion, vous avez vu que donc, nous n'avions plus de gouvernement et plus de Premier ministre. Et donc, voilà, la loi de financement de la sécurité sociale a été la pierre d'achoppement. Et donc, voilà, on s'attend à ce qu'il y ait un nouveau Premier ministre, mais les choses traînent un peu en longueur et il n'est pas certain qu'il ait une durée de vie très, très élevée. On va donc assister à nouveau à un triste spectacle qui montre que les institutions de la Ve République sont bien fragiles alors qu'on les croyait très solides. Et c'était la moins mauvaise des républiques que l'on ait pu connaître depuis 2 siècles. Et même cette République, elle est fragile, puisqu'elle est en train de s'effondrer. Voilà. Non, je ne vais pas faire une conférence là-dessus, mais je vais simplement dire que c'était donc le sujet d'actualité, c'était en quoi la France est en situation de dépôt de bilan et est endettée à des profondeurs considérables. Et pour démarrer l'année 2025 et pour reprendre un peu le moral, le sujet qu'on va traiter en lien avec le Cercle Bayard au mois de janvier, donc je vous invite à noter la date du 16 janvier, dans cette salle, nous traiterons avec Rodolphe Carte, donc, de la jeunesse française et la nation. Puisqu'il y a aujourd'hui, quand même, dans la jeunesse française, un regain d'intérêt pour la nation française, parce que même les jeunes voient bien que le cercle de solidarité, le cercle le plus solide et sur lequel on peut compter, c'est la nation française, et c'est pas ni l'Europe, ni des vieilles lunes qu'on nous ressort périodiquement. Voilà, donc le sujet sera celui-là. C'est un auteur que le Cercle Bayard avait déjà invité à Grenoble il y a 1 an, et qui va revenir parce qu'il a sorti également un nouvel ouvrage qui s'appelle, sur le thème des légions françaises. Voilà, donc retenez cette date, le 16 janvier au même endroit. Voilà, donc Nicolas, tu as la parole. Merci beaucoup, merci Henri, merci à vous d'être venu ce soir. Alors, j'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas vous dire exactement ce que Donald Trump va faire. On va essayer de rentrer un petit peu dans son programme, mais on peut commencer en préambule par dire qu'on est vraiment dans une époque complètement folle, notamment dans le monde occidental, où nous perdons nos repères. Nous avons été habitués à être parmi les premières nations du monde, plutôt au niveau du recherche et du développement, au niveau de la stabilité de la société, au niveau de l'économie. Et on voit qu'on est dans un bloc globalement que j'appellerais atlantiste, et j'y reviendrai tout à l'heure, qui est en train de s'effriter, qui est en train de s'affaiblir dans un monde de plus en plus violent, de plus en plus tendu. Et cette élection de Donald Trump, elle est extrêmement importante parce qu'elle intervient pile à un moment où il n'y a pas une semaine, quasiment parfois pas un jour qui ne passe, sans qu'il y ait quelque chose de complètement extraordinaire qui se passe au niveau de la géopolitique ou de la politique. On a vécu quasiment les années 60 jusqu'à ici, d'après-guerre, avec on va dire un calme plat relatif au niveau de la géopolitique, avec des guerres sporadiques un peu à droite à gauche, mais on ne se sentait pas concerné. Là, plus ça va, plus on voit que ce qui est en train de se passer au niveau mondial a un impact direct sur nous. Et comme les États-Unis sont encore la première puissance mondiale, même s'il faut la relativiser, tout ce qui se passe aux États-Unis a un impact direct sur nous. Donc, ce que je voudrais faire ce soir, c'est qu'on voit un peu la situation dans laquelle sont les États-Unis aujourd'hui, ce que Trump dit qu'il va faire, ce qu'il pourra peut-être faire, et surtout terminer aussi, pour relayer un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, Henri, c'est qu'est-ce qu'on fait nous?
dans cette histoire. Parce que la vocation de la France n'est pas d'être dépendant d'une puissance étrangère, quelle qu'elle soit. Alors, pour dresser un peu le portrait des États-Unis. Les États-Unis sont toujours la première puissance économique mondiale, en tout cas en PIB. C'est aussi un pays qui a 700 bases militaires à travers le monde. D'accord ? C'est un pays qui a fait, j'explique dans mon livre, l'Amerique Empire. Comment est-ce que les États-Unis sont devenus cet empire? Comment est-ce que, grâce à la puissance du dollar, notamment après la Deuxième Guerre mondiale, grâce à ses bases militaires, David Graeber, qui était professeur en Angleterre, lui disait qu'il y a une raison pour laquelle le magicien arrive à imprimer autant de billets, le dollar, c'est parce que derrière lui, il y a un homme avec une mitraillette. Donc, ils sont ces bases américaines. La raison pour laquelle les Américains ont toutes ces bases, ce n'est pas du tout ni pour la paix, ni pour la démocratie. Ça se saurait. Il n'y aurait pas toutes les tensions qu'on a aujourd'hui. C'est pour défendre leur économie. Ils ont un taux de chômage qui est de moins de 4%. Ils sont le premier producteur mondial d'hydrocarbures, en tout cas de pétrole, et le premier exportateur mondial de produits agroalimentaires. C'est-à-dire qu'ils sont autosuffisants. Ils ont l'énergie pour faire vivre leur économie, et ils ont aussi l'alimentation pour se nourrir. Une fois que vous avez ça, c'est un pays qui est gigantesque, à un peu moins de 350 millions d'habitants, c'est une puissance de premier plan encore aujourd'hui. Pour autant, on ne peut pas juger une société qu'à l'aune de ses indicateurs économiques. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Les États-Unis sont dans une situation d'empire, mais qui est à bout de souffle. Alors, ils ne sont pas encore terrassés, mais ils sont extrêmement affaiblis. On l'a vu ces dernières années, et avant même de parler de ce qui se passe sur la scène internationale, si on le voit au niveau national, les Américains sont extrêmement divisés entre eux. Il n'y a plus ce socle qu'il y a pu avoir avant, qui réunissait, qui rassemblait les Américains. Les Américains ont 35 000 milliards de dollars de dettes publiques. Alors c'est un peu facile, moi je peux aller à la banque demain, enfin en ce moment je ne peux pas aller à la banque du tout, mais on peut imaginer que quelqu'un va à la banque, emprunte énormément d'argent, s'achète un joli château, on dit regardez cette personne elle a un très beau château, et puis avec l'argent qui resterait de l'emprunt, ces personnes prendraient des domestiques, ces personnes referaient son parc, mais ce château et ce train de vie ne lui appartiennent pas. Ça appartient à la banque, jusqu'à ce qu'il est remboursé. C'est un peu la situation dans laquelle se trouvent les États-Unis, qui en effet peut produire des indicateurs économiques qui sont assez impressionnants, mais qui doit beaucoup de cela à l'emprunt, au fait au bon du trésor qu'ils émettent, et au fait qu'ils doivent énormément d'argent. Donc, pourquoi est-ce qu'ils peuvent se permettre d'avoir ce train de vie? C'est parce que pendant de nombreuses années, le reste du monde faisait confiance dans l'économie américaine. On peut prendre des bons du trésor, le dollar est stable, les États-Unis sont un pays stable, c'est un pays qui investit beaucoup dans la recherche et le développement, donc c'est une valeur sûre que de prendre des bons du trésor américain, de faire confiance en l'économie américaine et d'utiliser le dollar. Dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est de moins en moins sûr. Les États-Unis ne sont plus ce premier pays mondial incroyable qui faisait l'émerveillement de tous. Il y a des problèmes sociétaux graves aux États-Unis. Il y a 40% de la population américaine qui est obèse. C'était un des sujets de la campagne de Trump. Vous avez une augmentation des taux de suicide de plus de 30% depuis le début de l'année. Vous avez un nombre incroyable d'Américains qui meurent de surdose d'opiacés, de produits comme le fentanyl, de différents produits, différentes drogues qui circulent dans la société américaine. La société elle-même, le socle familial est plus que jamais attaqué. Il y a un problème on va dire de la famille, clairement, de garder la famille et de protéger la famille aux États-Unis. Il y a 140 millions de pauvres et de personnes qui sont mal payées ou sous-payées aux États-Unis. C'est gigantesque, c'est pas loin de la moitié de la population. Ça ne veut pas dire qu'ils habitent tous dans la rue, mais ça veut clairement dire que par rapport aux indicateurs internationaux de reconnaissance de ce que c'est qu'un pauvre aujourd'hui, beaucoup d'Américains sont pas loin d'être en dessous du seuil de pauvreté ou vivent dans des conditions qui sont extrêmement délicates, difficiles. Et on est très loin de l'image d'Épinal, de ces séries américaines qui nous montrent les grandes maisons, les écrans plats partout, les super voitures. Ce n'est pas le reflet de l'Amérique réelle. Des villes américaines ont fait faillite ces dernières années. Et les Américains ont du mal à arrondir les deux bouts. Il y a eu, pendant la présidence de Joe Biden, une augmentation de l'inflation de 20%. C'est gigantesque, et 20% c'est une moyenne. Vous avez des produits agroalimentaires, même si les Américains
sont producteurs, qui ont augmenté de manière extrêmement importante, et c'est qui pénalise évidemment qui? Eh bien les classes les plus pauvres, parce que le panier agroalimentaire dans le panier global on va dire de la ménagère américaine, plus vous êtes pauvre, plus l'alimentaire qui est indispensable va peser beaucoup. Donc si cet alimentaire augmente, ça va avoir un impact directement sur votre pouvoir d'achat, sur ce que vous allez pouvoir faire avec le reste de votre argent. Vous avez 12 millions de clandestins aux États-Unis. Aujourd'hui, ça a également été un thème majeur de la campagne de Trump. Tous ces clandestins qui sont rentrés, on se souvient qu'il avait été élu la première fois, entre autres, pour réguler l'immigration. Les États-Unis sont un pays d'immigration, ils ne s'en cachent pas, mais ils arrivent à un stade aujourd'hui où il y a des millions et des millions de personnes qui rentrent avec des problèmes de criminalité, avec des problèmes d'intégration, avec des problèmes de conflit entre certaines populations immigrées et avec les Américains, dans une situation délicate, où les Américains sont clairement en quête d'identité, on va dire comme une bonne partie du monde occidental. Vous avez 2% de la population américaine qui est ou alors incarcérée ou en liberté conditionnelle. Peu de personnes le savent, ça. 2 personnes sur 100. Les États-Unis ont le taux d'incarcération le plus important au monde. Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Et ça, ce sont évidemment des signes d'une société qui est malade. Donc, soit les Américains ils mettent les gens en prison pour un oui ou pour un non, ou alors la société est vraiment tellement à la dérive que la seule solution que trouve cette dite société est de les incarcérer, ce qui n'est jamais forcément la bonne solution. Il y a peut-être des cas là-dedans qui sont exagérés. Donc on voit que, je prends que quelques indicateurs, mais qui sont des indicateurs, je pense, assez importants pour montrer que la société américaine est malade. On a vu que l'économie semblait être plutôt performante, mais elle cache mal ces faiblesses de l'Amérique, de la société américaine, à un moment où vous avez ce qu'on appelle le monde multipolaire, c'est-à-dire des pays qui pensent qu'il est temps de mettre fin à l'hégémonie ou à la tentative d'hégémonie américaine sur le monde. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ont étendu leur réseau d'influence dans le monde entier, soit par la puissance de leur économie, soit par l'organisation de révolutions de couleur, ces 700 bases dont je parlais tout à l'heure, dont le but est vraiment d'intimider, de contrôler, et pas du tout de mettre en place la démocratie ou les droits de l'homme. Des pays se sont soulevés, non, mais réveillés et disent qu'ils ne veulent plus aujourd'hui subir l'influence des États-Unis. Est-ce que c'est normal que la France ou d'autres pays achètent leurs biens en dollars? C'est une question qu'on a le droit de se poser. Est-ce que c'est normal que dans le FMI ou la Banque mondiale, qui sont présentés comme des institutions neutres mondiales, les sujets importants sont votés avec 85% des voix des membres, mais que dans les deux institutions, les États-Unis aient un peu plus de 16% des voix, qui peuvent bloquer. Vous voyez? Donc des pays disent, mais attendez, on ne veut plus de ce monde américain. Nous ne pensons pas qu'il soit normal que Washington ait un impact aussi important sur nos propres économies. Je vous rappelle que les États-Unis, ils ont quand même développé le concept de l'extraterritorialité du droit. Hein, je le rappelle à chaque fois, mais une société comme la BNP, mais le Crédit Agricole, c'est pareil, la Société Générale, c'est pareil, ont reçu des amendes de la part des États-Unis pour des actions qui n'ont pas été punies par le droit international. Voilà, la BNP a payé 9 milliards de dollars d'amende aux États-Unis parce qu'une filiale de la BNP avait fait une transaction avec l'Iran. C'était complètement légal au niveau international, mais pour les États-Unis, l'Iran était sur une liste noire de pays avec lesquels il ne fallait pas faire d'affaires, et les États-Unis ont dit à la BNP ou vous payez, ou alors nous allons regarder d'un peu plus près les affaires de la BNP aux États-Unis. Et la BNP a préféré payer les 9 milliards de dollars. Et les États-Unis font ça avec les pays du monde entier. Donc, il y a des pays courageux qui ont dit « ça suffit, on ne veut plus de cette extraterritorialité du droit, on ne veut plus de ces 700 bases, et on ne veut plus que les États-Unis gouvernent notre vie ». Donc ça, c'est la situation dans laquelle on se trouve. Juste pour rappel, même si les dernières élections américaines se sont bien passées, les élections de 2020 étaient une farce. Voilà un pays qui veut exporter la démocratie dans le monde entier, qui donne des leçons de démocratie et qui a été incapable de comptabiliser des bulletins de vote. On a vu qu'aux États-Unis, des morts votaient, on a vu qu'il y avait des machines pour voter qui se trompaient de candidats, et le président Trump lui-même disait que les élections avaient été volées, avaient été truquées. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais ça donne un peu une sale impression pour, soi-disant, la patrie qui défend la démocratie, en tout cas qui donne ces leçons de démocratie. On a vu que organiser des élections, il y a encore quelques années, était compliqué. Il semble avoir un peu réglé ce problème depuis, mais ça montre aussi la fragilité
de cette société américaine. Cette société qui est divisée, et il y a un livre qui est intéressant, parce que je pense que ça explique aussi pas mal ce que nous traversons, nous, en France et en Europe. C'est un livre de Christopher Lasch qui est sorti en 1996, qui s'appelle « La révolte des élites et la trahison de la démocratie », où concrètement, Christopher Lasch analyse que le pouvoir américain, progressivement, c'est pas récent, progressivement a commencé à échapper au peuple américain. Et qu'aujourd'hui, l'argent contrôle beaucoup plus le pouvoir, ou ceux qui ont l'argent, ceux qui sont dans l'oligarchie, qui forment partie d'une plutocratie, ont plus de pouvoir que le peuple. Pas parce qu'ils sont plus nombreux, mais parce qu'ils influencent ceux qui ont le pouvoir, parce qu'ils contrôlent les médias, et qu'aujourd'hui, une partie de l'élite américaine qui veut bâtir un projet clairement mondialiste et qui a attiré dans sa nasse l'élite d'autres pays, notamment des pays de l'Union européenne, ont un projet qui n'est pas forcément le projet de leur peuple respectif. Ce projet mondialiste n'est pas un projet qui a été décidé, validé, proposé même par les peuples de ces différents pays, mais nous avons cette espèce de confiscation du pouvoir qui est faite par une minorité de personnes très influentes, très riches, et qui sont intéressées essentiellement par l'argent et par le pouvoir. Il y a ce phénomène qui déchire les États-Unis, où les Américains se sentent dépossédés de leur démocratie avec des élus qui ne représentent pas leurs intérêts. Il n'y a pas qu'aux États-Unis que ça se passe. Et il y a aussi une société qui est fracturée sur les valeurs. Alors, une nation, ce n'est pas forcément des personnes qui partagent tous les mêmes valeurs. On peut être français et être catholique ou athée. On peut être américain et être d'origine africaine ou d'origine asiatique, avec des valeurs différentes. Mais vous avez besoin quand même dans une société d'un certain nombre de valeurs communes. Vous avez besoin d'être d'accord au moins sur une histoire commune. Vous avez besoin de développer un minimum, je dirais même plutôt un maximum de biens communs. Aujourd'hui, les Américains n'ont plus cette vision. Ils sont rentrés dans les États-Unis des idées par les universités, par cette élite, de déconstruction de la société, de réécriture de l'histoire. Donc, avec des Américains qui disent, voilà, on va déboulonner les statuts, on va réécrire l'histoire, nos anciens, les pères fondateurs de notre pays étaient d'horribles esclavagistes. Donc, à partir du moment où vous réécrivez l'histoire et que vous n'avez pas la même projection, vous n'êtes plus dans la même société. Vous avez des visions différentes de ce que devrait être soit le bien commun, soit l'avenir ou le type de société que vous avez envie de bâtir. Le wokisme et le cancel culture ont fait énormément de mal à la société américaine qui se trouve divisée. Donc c'est un pays qui est déchiré sur ses valeurs, et je vous dis qu'on évolue beaucoup plus vers une oligarchie aux États-Unis qu'on est dans une démocratie. Je rappelle qu'il n'y a que 2 partis majeurs aux États-Unis. Vous êtes soit dans l'un, soit dans l'autre, ils sont assez proches. Hélène Keller, la militante socialiste du début du XXe siècle, disait que c'était les 2 faces d'une même pièce de 2 partis d'autocrates autoproclamés. Voilà, il y a la différence entre les deux est assez faible, mais ça a un peu changé avec l'arrivée de Trump. Alors, ça c'est la société dans laquelle les États-Unis se trouvent aujourd'hui. Et ils ont leurs élections, le 5 novembre dernier, ils ont choisi massivement Donald Trump. Autant en 2020, il avait été élu, on ne va pas dire ric-rac, qui avait été bien élu, mais c'est le collège électoral qui lui avait donné la présidence. Il n'avait pas l'ensemble du Congrès. Là, il a le collège électoral, il a le vote populaire, c'est-à-dire qu'il reçoit le plus de voix entre les deux candidats. Il a la Chambre des représentants, il a le Sénat. C'est le grand chelem. Il a vraiment tous les pouvoirs, en tout cas législatifs, exécutifs, dans son parti. Qu'est-ce que cela représente pour les Américains? Pour une bonne partie des Américains, beaucoup de joie, parce que vous avez vu la situation dont on vient de parler. Ce n'est pas une situation optimiste pour les Américains. Eux qui ont connu vraiment des périodes de richesse, des périodes de développement, des périodes de paix et de stabilité, pour la première fois, depuis la Deuxième Guerre mondiale, où je me rappelle qu'ils n'ont pas été, ou quasiment pas bombardés à part un Pearl Harbor en 1941, il y a une crise qui traverse la société américaine. Une crise d'identité, pauvreté et une crise de la société. Crise de la société d'Américains qui ne se retrouvent pas sur le même projet. Donc pour beaucoup d'Américains, la solution c'est Trump. Est-ce que c'est la bonne solution ou pas? Je ne sais pas. Mais pour beaucoup de personnes, si elles ont voté pour Donald Trump, c'est parce qu'il incarne à leurs yeux la personne qui va les sortir de cette situation compliquée.
ce qui est important de noter, c'est que Donald Trump avait vraiment tous les médias contre lui, tout le système contre lui. Malgré ça, il a gagné. Donc si malgré tout le mal qui a été dit sur lui, il gagne, c'est que la situation doit vraiment être désespérée aux États-Unis, parce qu'on l'a traité de tous les noms. Je pense que c'est The Atlantic qui disait quelques jours avant ou quelques semaines avant la campagne que Trump parlait comme Hitler, Mussolini et Staline. Donc il avait vraiment le grand écart. Il ne manquait plus que Dracula et Darth Vader, je ne sais pas qui, pour que ce soit vraiment l'incarnation même du mal. Il a été quand même... le système a tout fait pour qu'il ne se présente pas. Il y a eu quand même 4 chefs d'inculpation. On n'a pas arrêté de parler de ses procès. On l'a accusé sur tous les registres possibles. Tout a été fait pour qu'il ne soit pas le candidat qui ne puisse pas se présenter. Il a été victime de 2 attentats, dont un attentat où à quelques centimètres près, il n'échappait pas à la vie. À la mort en tout cas. Il n'échappait pas à la mort. Ça, c'est la situation qui était tendue. Beaucoup d'Américains ne veulent plus de cette reconstruction, cette déconstruction de l'histoire des États-Unis, ne sont pas d'accord avec cette politique wokiste, et je pense que ça c'est important. La victoire de Donald Trump a créé beaucoup de joie, suscité de la joie parmi les anti-impérialistes, parmi les Américains qui, comme l'historien, le grand historien Charles Beard veut une Amérique plutôt isolationniste. Dans l'histoire des États-Unis, vous avez ceux qui se disent on a un super pays qui va de l'Atlantique au Pacifique, qui est autosuffisant, on n'a pas besoin de faire toutes ces guerres, on n'a pas besoin d'être présent dans le monde entier, ce sont les isolationnistes, et vous avez en face une partie des Américains qui pensent qu'au contraire, les États-Unis sont, comme la parabole du Christ, le village sur la colline qui doit inspirer le reste du monde. Il y a cette vision messianique du rôle des États-Unis dans le concert des nations, et il y a cette opposition entre les deux. Pour beaucoup d'Américains, la victoire de Trump est une victoire plutôt de la branche isolationniste. C'est aussi la victoire, donc, comme je le disais il y a quelques instants, contre le système. Je vous dis, ce sont les Américains qui ont clairement montré qu'ils ne voulaient plus croire leurs médias dominants, qui n'ont pas arrêté de dire du mal de Trump. Ils ne veulent plus croire, ils ne sont plus dupes des apparitions soi-disant spontanées de la part des chanteurs, des acteurs, des milliardaires américains de l'industrie du spectacle qui prennent les Américains pour des enfants et qui pensent que leur voix d'acteurs, de chanteurs suffirait à convaincre les Américains de ne pas voter pour un candidat, ou plutôt de voter pour un autre candidat. C'est quand même une grosse claque globale au système que cette élection de Donald Trump. Le matraquage médiatique contre lui a été gigantesque. Et il y a aussi tout le discours de Trump qui a séduit. C'est quand même quelqu'un qui est extrêmement prétentieux, qui dit pas mal de bêtises, il se trompe. Hein. Trump, il anime les foules, et c'est clair, on a vu des personnes qui faisaient des milliers de miles, de kilomètres pour aller assister. Et Trump est un excellent... lui, pour le coup, le spectacle, il connaît bien, il sait très bien parler, il sait galvaniser les foules, mais il dit des erreurs, il dit des bêtises, il ne maîtrise pas tous ces sujets. C'est pas un expert de ces sujets. Et ça se voit, et pour autant, les Américains lui font confiance. Ils préfèrent encore Trump parce qu'ils pensent qu'il est sincère, parce qu'il est un homme du système, il est un oligarque, il vient du Parti démocrate, il a été l'ami de toutes les stars, et à un moment il a mis sa vie confortable, il a sacrifié cette vie confortable pour rentrer dans l'arène politique, et beaucoup d'Américains se disent qu'il est courageux, parce qu'il a osé faire ça. Sa vie aurait été tellement plus simple, il n'aurait pas les procès, il serait toujours l'ami des stars, il aurait certainement plus d'argent qu'il n'a aujourd'hui, s'il n'était pas descendu dans l'arène. Donc c'est quand même quelque chose de courageux, et je pense que la raison pour laquelle il a été élu, c'est que la situation américaine est tellement mauvaise aujourd'hui que les Américains pensent qu'il faut un homme courageux pour les sortir de la situation dans laquelle ils se trouvent. Autant cette victoire a apporté beaucoup de joie à tous ces Américains qui se sentent délaissés par la démocratie et par l'économie américaine, autant elle apporte aussi beaucoup de craintes, notamment par ceux qui ont profité de ce système, ceux qui sont aux manettes aujourd'hui, ceux qui sont convaincus que le projet américain doit se fondre dans un projet mondialiste, ceux qui croient que réécrire l'histoire des États-Unis est une priorité des Américains, ceux qui croient qu'il faut non seulement réécrire l'histoire des États-Unis, mais redéfinir ce que c'est que le genre de l'homme, rentrer dans des expériences sociétales tout à fait hasardeuses. Ces personnes-là viennent de perdre le pouvoir.
ces personnes-là sont inquiètes par ce que Donald Trump pourrait faire, sont inquiètes par ce qu'il pourrait révéler, sont inquiètes par ce qu'il a envie de faire, parce qu'il a très clairement dit qu'il voulait lutter contre le wokisme. Il a très clairement dit qu'il voulait dégraisser l'administration américaine. Il a très clairement dit même qu'il était prêt à faire des révélations sur qui a tué Kennedy et quel est le pouvoir réel de l'industrie agroalimentaire ou pharmaceutique dans la politique américaine. Donc il inquiète beaucoup de personnes. Alors quelles sont les conséquences de cela? C'est que ces atlantistes, on va appeler néoconservateurs, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, dans néoconservateurs, vous oubliez le mot conservateur, ce ne sont pas du tout des conservateurs, ce sont des personnes qui sont persuadées que l'Amérique sera prospère si les États-Unis dirigent les choses du monde. Alors ça ne veut pas dire qu'ils doivent tout contrôler, les Américains, je l'explique dans le livre, je pense que c'est le gros génie des impérialistes américains, c'est d'avoir compris que la colonisation, telle que quasiment tous les peuples l'ont faite, comme eux-mêmes l'ont fait, est compliqué. Il y a des problèmes d'acculturation, dominer un autre peuple, c'est pas évident, ça coûte énormément d'argent. Les Américains impérialistes ont compris qu'il était plus facile de coloniser les élites. Ce qu'il vous faut dans un pays, c'est pas tout le pays, c'est pas tout le territoire, ça coûtait beaucoup d'argent. Ce qu'il vous faut, ce sont les personnes qui dirigent ce pays. Et les Américains, ils ont prouvé à travers le temps que vous pouvez très bien coloniser des élites de gauche, de droite, des personnes religieuses, des personnes athées, des catholiques, des juifs, peu importe. Si vous avez ces élites dans vos poches, il est beaucoup plus facile d'arriver à votre fin, parce que vous avez des personnes qui vont mener des politiques que vous allez leur demander ou que vous allez insinuer qu'il faille mettre en place. Ça, c'est le génie des États-Unis. Et ces personnes-là sont en panique aujourd'hui, parce que Donald Trump propose un projet alternatif à ça. Il a clairement dit pendant sa campagne qu'il ne voulait plus de cette ingérence américaine dans le monde. Donc pour ceux qui, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pensent que c'est la seule solution pour les États-Unis, parce qu'évidemment, quand vous exploitez les ressources naturelles du monde entier, quand vous avez tendance à utiliser l'arme et qu'il y a vos armes, votre force, votre séduction en même temps et qu'il n'y a personne qui vous résiste, c'est très facile de faire du business et de faire participer, en tout cas, l'ensemble de la population américaine, et de la faire vivre un niveau de vie qui est au-delà du niveau de vie qu'il devrait avoir, parce que c'est un niveau de vie qui est basé sur l'exploitation d'autres pays. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait facile à faire. Après, c'est différent quand vous devez rentrer dans une négociation raisonnée et d'ego d'un pays à l'autre. Donc ces personnes-là sont en panique, et on le voit là tout de suite. La première chose que fait Biden, c'est qu'il gracie son fils. C'est quand même dingue. Ça, c'est la démocratie modèle, où juste avant de partir, le président gracie son fils pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il pourrait faire. C'est quand même dingue. Enfin, franchement, je ne comprends pas que ça fasse pas plus la une des médias que ça. Et c'est d'autant plus incroyable, c'est pas incroyable, mais c'est d'autant plus fou quand on pense que le sujet du fameux ordinateur de Hunter Biden qui révélait des secrets d'État, en tout cas des secrets sur la façon dont la famille Biden gérait les affaires avec le reste du monde, et que c'était un PC où il y avait ces photos de plein de situations sexuelles différentes, pas toutes recommandables, où il y avait des aveux ou même des photos du fils en train de prendre de la drogue. Bref, ça c'est un élément majeur dans la campagne de 2020, mais vous avez le FBI, donc les renseignements intérieurs américains, qui ont demandé aux réseaux sociaux de ne pas parler de ce sujet parce que c'était un sujet faux, c'était une invention des Russes. Ça c'est documenté, hein, c'est en 2020, et Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, a avoué lui-même qu'il avait la pression de la part du FBI pour parler de ce sujet. Donc, quelle est aussi cette démocratie dans laquelle nous vivons, où on voit, en tout cas aux États-Unis, où les renseignements d'État s'ingèrent dans les affaires publiques du pays pour dire ce qu'on a le droit de dire et pas de dire, on pourra en dire long sur cette démocratie modèle. En même temps, au niveau international, il y a une chose qui fait extrêmement peur aux mondialistes américains, à ces impérialistes, c'est que Trump pourrait discuter avec Poutine, qui représente l'axe du mal. Alors, Poutine, il y a non seulement le fait qu'il soit le président de la Russie, mais il y a aussi tout le modèle que Poutine essaie de monter avec les BRICS, avec la dédollarisation, avec ce monde multipolaire qui doit concurrencer le modèle hégémonique américain. Et que font dans les derniers mois ces atlantistes? Ils sont en train de savonner la planche de Trump. Donc Biden donne l'autorisation à Zelensky de tirer des missiles longue portée sur le territoire russe. Les Américains ont dit qu'ils étaient d'accord pour envoyer
des mines antipersonnelles, interdites qui sont par la plupart des pays du monde, il y a des conventions contre ça, à l'Ukraine, contre les Russes. Il y a une révolution de couleur en cours aujourd'hui en Géorgie. C'est quand même dingue, on parle beaucoup de démocratie, on a commencé avec la démocratie, on va continuer sur ce thème. Voilà un pays qui a élu démocratiquement ses représentants, et vous avez pas des ministres, mais des députés européens qui manifestent à Tbilissi, dans la capitale géorgienne, pour dire aux Géorgiens que ce nouveau gouvernement en place n'est pas bon, et qu'il faut exiger sa destitution. C'est quand même incroyable. Et, juste, j'ouvre la parenthèse, mais la présidente de Géorgie est française. Elle est française. Elle vient, et où est-ce qu'elle travaillait? Au Quai d'Orsay. Au Quai d'Orsay. Elle a été aussi ambassadrice de la France en Géorgie. Elle a été naturalisée géorgienne là-bas. Alors, elle a des origines géorgiennes, mais elle n'est pas née avec une nationalité géorgienne. Elle est devenue présidente de la Géorgie. D'accord? Donc, imaginez la situation si l'ambassadeur de Russie en France devenait président de la France. Je pense que c'est quelque chose, on dirait, ouais, voilà, nous, on fait ça. La France a fait ça. Et les Américains, c'est dans le modèle atlantiste, c'est quelque chose qui n'est pas inconcevable, mais c'est quand même gros. Et donc, ces personnes-là, et c'est dire aux Géorgiens que leurs élections, il faut les refaire. En Roumanie, les élections ont été, le premier tour a été annulé. Les Roumains ont voté majoritairement pour un candidat qui est pour la paix, qui a pris ses distances avec l'atlantisme, qui dénonce l'atlantisme, et on sort, il est accusé de rien pour l'instant. La Cour constitutionnelle roumaine dit qu'il y a eu une affaire, il y a eu une surexposition de ce candidat sur TikTok, c'est quand même dingue, tous les Roumains ne sont pas collés à TikTok. Sur TikTok, et qu'il a été surexposé, qu'ils ne savent pas pourquoi, ça paraît pas normal, il pourrait y avoir une intrusion de pays étrangers. Et donc, on annule carrément le premier tour. C'est gravissime. Et ce qui est presque encore plus grave, c'est que les Roumains ne se voient pas dans la rue pour dénoncer ce système. Et la Roumanie est membre de l'Union européenne, et nos responsables politiques ne disent pas « Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? On ne peut pas annuler une élection comme ça. On est des démocrates, on écoute la voix du peuple, quelle que soit sa voix. » Eh bien non, c'est faux. On voit aussi que les États-Unis ont réactivé, ont mis de l'huile sur le feu sur ce qui se passe en Syrie. Ce qui se passe en Syrie. Et la Syrie, on a quand même, en l'espace de moins de 15 jours, des islamistes qui viennent de prendre le pouvoir. Et on sait très bien que ces islamistes, à un moment ou à un autre, croisent le chemin des États-Unis. Et ce n'est pas de la conspiration. On a tous les éléments. Je suis retombé sur Wikileaks, qui était fondé par Julian Assange. L'ancien, c'était le conseiller national à la sécurité américain, qui écrivait, Jake Sullivan, qui écrivait en 2012 au secrétaire d'État Hillary Clinton, que Al-Qaïda est du côté des US. Il écrit directement. On a le général Flynn, qui était le conseiller national à la sécurité de Trump, mais il a été démis de ses fonctions assez rapidement, parce que le système l'a montré du doigt, qui avait révélé à Obama que les États-Unis étaient en train d'aider l'État islamique. Et Obama et son entourage ont ignoré. Alors, il était patron de la DIA à l'époque, avant qu'il soit le conseiller de Trump. C'est donc l'équivalent de la CIA, mais pour la défense. C'est un des hommes les mieux renseignés des États-Unis. Les États-Unis n'ont rien dit. Donc les États-Unis activent, et on dit, pareil, j'explique dans le livre, après j'arrête de parler du livre, mais du coup j'explique comment est-ce que les États-Unis s'appuient sur des jeunes hommes fanatiques pour faire le sale boulot qu'ils n'osent pas faire. Et ils manipulent les islamistes, ils sont appuyés sur les moudjahidines du peuple pour lutter contre les soviétiques en Afghanistan, ils se sont appuyés sur les islamistes en Syrie, ils se sont appuyés en Irak, ils se sont appuyés sur des islamistes en Bosnie-Herzégovine, ils se sont appuyés sur des ultranationalistes extrémistes en Albanie contre les Serbes du Kosovo, ils se sont appuyés sur des groupuscules néo-nazis en Croatie et en Ukraine. Ils s'en fichent parce qu'ils font faire le sale boulot par ces jeunes galvanisés. Quand il y a des guerres, ensuite, une fois qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils mettent leurs hommes en place, ils vont prendre quelques personnes parmi ces jeunes galvanisés, ils vont leur donner un poste ou deux, mais le reste du pouvoir va appartenir à des personnes décidées par les États-Unis. Et s'il y a une guerre, eh bien, ceux qui restent de ces excités, on va les envoyer sur le front. On va les envoyer sur le front se battre, et ils servent de chair à canon. C'est la méthode américaine. Donc, les États-Unis sont très clairement en train de... Enfin, les États-Unis, oui, en ce moment, sont en train de mettre de l'huile sur le feu pour savonner la planche de Donald Trump, pour que quand il arrive au pouvoir, les discussions qu'il voudrait mener avec Vladimir Poutine et avec des responsables d'autres pays soient extrêmement compliquées au niveau international. Il voudrait pourrir l'arrivée de Trump, qu'il ne s'y prendrait pas mieux. Pour rappel, Donald Trump sera officiellement président qu'à partir du 20 janvier prochain.
Donc ça, c'est extrêmement important, et on voit que le reste du monde atlantiste suit. Hein, le discours va-t-en guerre de Barrot en France, de Macron, de Keir Starmer, le Premier ministre britannique. Ce discours va-t-en guerre est complètement fou, surtout venant de la personne et qui n'arrête pas de nous parler de paix. L'Europe, c'est la paix. Alors, de quelle paix est-ce qu'on parle quand on est en train de financer une guerre où des centaines de milliers, ou en tout cas des dizaines de milliers, moi je pense non, des centaines de milliers de jeunes Européens chrétiens sont en train de se battre entre eux. Le rôle de l'Europe, s'il devait en avoir, c'était plutôt la paix. Il a complètement loupé sa vocation. La prochaine fois qu'on nous dit l'Europe, c'est la paix, ben non, déjà l'Europe avait loupé la paix en laissant la Yougoslavie se faire complètement décimer. Et là, de nouveau, l'Europe ferme les yeux. Non seulement elle ferme les yeux, mais elle met de l'huile sur le feu. Et on a un discours très belliciste. Et c'est dangereux. Hein. Il ne faut pas le prendre à la légère. Et je le dis, hein, moi je l'ai vu en Yougoslavie, personnellement, la guerre, elle arrive beaucoup plus vite qu'on croit. Et ce genre de discours, avec une puissance qui a de guerre, déjà on voit que ça va avoir des impacts sur nous, donc il faut faire attention. Alors, que va faire Trump? On a vu que cette situation est extrêmement compliquée, aussi au niveau national qu'au niveau international. Il ne sera pas un thaumaturge qui va arriver et qui va régler le problème. Parfois on voit même dans des milieux très bien intentionnés, on voit un peu Trump, où certains voudraient voir Trump comme une espèce de Deus ex machina qui arriverait, qui réglerait tous les problèmes et qui serait la solution des problèmes du monde. Ça ne sera pas le cas. Les problèmes sont bien trop graves et il y a une partie du monde qui ne veut pas qu'il y ait un président américain qui soit justement la solution à tous leurs maux, parce que ce sont des pays qui veulent leur souveraineté et ce n'est pas le rôle des États-Unis de régler les problèmes du monde. Il faut se souvenir que Trump, lors de son premier mandat, eh bien, globalement, on peut dire que ce mandat était un échec par rapport à ce qu'il avait proposé. Il a plus ou moins dit la même chose que lors de cette deuxième campagne, mais il n'a pas réussi à assécher le marigot. Il n'a pas réussi à freiner l'immigration autant qu'il aurait voulu. Il n'a pas réussi à redonner tout ce qu'il voulait, à lutter contre le wokisme et le cancel culture. D'un point de vue économique, les Américains étaient mieux sous Trump que sous Biden, c'est clair, mais il y avait un contexte économique aussi avec le Covid, avec la guerre en Ukraine qui ont fait monter les tarifs. Mais Biden est en partie responsable de cette situation, mais il n'a pas réussi. Alors, est-ce qu'il va réussir une deuxième fois? C'est pas du tout évident. On a vu que Trump aussi, la première fois, s'était entouré de personnes qui étaient issues du système. Donc c'est un peu difficile de mettre en place un programme en rupture avec ce qui s'est fait pendant les présidents avant vous, si vous vous entourez de la part des mêmes personnes. Il avait un discours de paix. Alors c'est vrai que lors de son premier mandat, Donald Trump n'a lancé aucune nouvelle guerre. C'est un des seuls présidents de l'histoire des États-Unis qui n'a déclenché aucune nouvelle guerre. Alors, ça ne veut pas dire que les États-Unis ne participent pas à des guerres, que les États-Unis n'étaient pas impliqués dans des guerres, mais lui au moins il n'a pas déclenché de nouvelles guerres. Donc ça c'est plutôt positif, c'est à mettre à son crédit, mais il ne faut pas oublier que dans l'histoire des États-Unis, McKinley, à la fin du 19e, dit qu'il ne veut pas du tout de guerre, puis faire la guerre au Royaume d'Espagne. Il récupère entre guillemets Cuba, Guam, les Philippines, que Wilson a été réélu pendant la Première Guerre mondiale sur un discours qu'il voulait la paix, qu'il n'allait pas aller avoir la guerre, et il est rentré en 1917 en guerre pendant la Première Guerre mondiale, que lors de la Deuxième Guerre mondiale, Roosevelt a tenu le même discours et il est rentré dans la guerre, et Johnson, lui, avait promis aux Américains qu'il n'y aurait pas de guerre au Vietnam, qu'il ne voyait pas pourquoi des jeunes Américains feraient 10 000 miles pour aller faire une guerre que devraient faire les jeunes Asiatiques. Et il a envoyé les boys faire la guerre au Vietnam. Donc il faut se faire... il ne faut pas être dupe du discours que peuvent avoir les présidents américains. Je pense qu'ils sont sincères quand ils les prononcent, mais il y a une telle influence, une telle pression de la part d'intérêts militaires, d'intérêts économiques, que parfois ils cèdent. Et n'oublions pas que le président Eisenhower, lors de son allocution de fin de mandat, a mis en garde les Américains contre justement ce complexe militaro-industriel, qui n'est pas du tout un terme complotiste, mais qui est un terme qui a été vulgarisé par un président des États-Unis lui-même. Alors, on juge un arbre à son fruit, et donc si Trump veut faire ce qu'il a proposé de faire, on va voir de qui est-ce qu'il s'entoure. Ça, c'est extrêmement important. Et ça, c'est plutôt encourageant. D'abord, alors, on peut apprécier ou pas les différents personnages, mais ils sont plutôt en ligne avec une partie du programme qu'il propose.
s'entourer d'Elon Musk, c'est quand même quelque chose qui est assez incroyable. Voilà, un homme qui est particulièrement intelligent, un homme qui est l'homme le plus riche du monde, qui n'a pas sa langue dans sa poche, et sans qui nous aurions perdu, nous, une partie, nous, Français, pour le coup, de liberté d'expression que nous pouvons retrouver aujourd'hui que sur Twitter. Alors c'est quand même le paradoxe qu'on soit obligé d'aller sur un outil américain pour pouvoir s'exprimer, parce que les médias français ou les outils français ne nous permettent pas de nous exprimer librement. C'est quand même une situation paradoxale pour nous. Mais Donald Trump est avant tout, défend cette liberté d'expression qui est le premier amendement de la Constitution américaine, qui est extrêmement important. Et Donald Trump dit que cette liberté est en péril. Donc ça, c'est quand même intéressant qu'il soit là. Et en plus, bon, visiblement, c'est quelqu'un qui sait fructifier les talents qui lui ont été donnés. Donc je pense que si Donald Trump veut redonner du pouvoir d'achat aux Américains, travailler avec des personnes de la trempe de Musk est assez intelligent. D'autant plus que la mission là de Musk avec Vivek Ramaswamy, si je ne dis pas de bêtises, est de s'attaquer à l'administration américaine. Il dit que l'administration américaine coûte trop d'argent et ils vont regarder. Je pense que Musk, quand il va voir que cette administration fait une chose, que cette administration fait la même chose, que cette administration fait la même chose, il ne va pas y aller par quatre chemins. Aux États-Unis, il va réduire la taille de l'administration pour faire en sorte que l'administration américaine soit au service du peuple américain et non pas des intérêts de certains oligarques ou certaines puissances, certaines personnes très puissantes aux États-Unis. Il s'est entouré, donc quand je vous parle de ces personnes-là, ce sont les personnes qu'il veut nommer dans son gouvernement. La procédure aux États-Unis fait que le Sénat américain doit valider ces candidatures. Donc ce n'est pas encore fait. Je vous donne les noms que Donald Trump a dévoilés officiellement. Le Sénat doit les valider, et si le Sénat ne les valide pas, il y a une procédure qui s'appelle, je ne sais plus quoi, le Recess Appointment, où Trump peut forcer un peu la main au Sénat, mais c'est pas bon, et Trump voudrait en ce moment, justement, il négocie avec les sénateurs républicains. Je vous rappelle que les républicains ont la majorité au Sénat. Il leur demande de faire passer son administration, parce que ça ferait quand même donner une mauvaise image que les républicains ne votent pas, ne votent pas en faveur des candidats choisis par Trump. Donc il veut mettre à la tête du FBI Kash Patel, qui dit que la première chose qu'il ferait s'il devenait patron du FBI, c'est qu'il fermerait les locaux du FBI et qu'il les transformerait en musée il dirait, et voici le musée de l'État profond américain. C'est quand même, si vous voulez, en choisissant une personne comme Kash Patel, Donald Trump ne fait pas semblant. Alors peut-être que cette personne ne le fera pas, mais une fois que vous avez tenu des propos comme ça, vous ne pouvez pas juste glisser vos pieds dans les chaussons de votre prédécesseur. Vous êtes obligé de montrer que vous êtes radicalement différent et que cette institution que vous avez critiquée, vous la prenez parce que vous voulez en faire quelque chose de bien, non pas un outil qui espionne les Américains, mais qui est un outil qui est au service de l'Amérique, de la justice, de la lutte contre la criminalité, de la lutte contre la fraude, du respect de la Constitution américaine. Et c'est quand même assez osé de la part de Trump. Il prend Tulsi Gabbard, qui est un ancien militaire, c'est une femme militaire américaine. Elle était à la Chambre des représentants, au Sénat, à la Chambre des représentants, en tout cas, elle était une élue américaine, elle vient du Parti démocrate. Elle n'a cessé de dénoncer l'ingérence des États-Unis à l'étranger. Elle a dit que la guerre en Ukraine était de la responsabilité des Américains. Elle n'a cessé de condamner l'ingérence des agences de renseignement américains qui fomentent des révolutions de couleur à l'étranger. Et Trump l'a nommé à la tête de toutes les agences de renseignement américaines. C'est quand même osé aussi de mettre une personne qui a été tellement vocale, ou en tout cas très claire sur sa position anti-ingérence, et c'est elle qui va être à la tête du patron de la CIA. C'est quand même quelque chose qui est assez incroyable. Donc je pense que c'est plutôt bon signe sur ce discours de Trump qui dit qu'il veut la paix, qu'il veut que les États-Unis cessent de s'immiscer dans les affaires du monde entier. Eh bien, le fait d'avoir quelqu'un comme Tulsi Gabbard, si elle demeure sincère, si elle n'est pas tenue, si elle arrive à mettre en place son programme, parce que, eh bien, c'est quand même quelque chose c'est un bon signe. Je pars de si elle n'arrive pas à mettre en place son programme, parce qu'elle va arriver à parler à des agences, et il va falloir qu'elle les convainque de changer. Donc, elle va arriver avec son équipe, Trump va promouvoir aussi son équipe, mais il y a des personnes dans ces agences, dans toutes les administrations américaines, qui ont été formées par le Council of Foreign Relations, par tous ces think tanks, par ces universités wokistes, et vous avez une bonne partie de ces personnes dans les administrations américaines qui ont été câblées
sur l'atlantisme, sur le mondialisme. Donc ça ne va pas être facile, c'est pas parce que vous êtes à la tête de l'agence que tout le monde va vous obéir. Donc il y a quand même un enjeu qui est important. Le fait de prendre Robert Kennedy Jr. est aussi quelque chose d'incroyable. Robert Kennedy Jr. est lui aussi qui part de la responsabilité des États-Unis dans la guerre en Ukraine, qui n'a pas arrêté de mettre en doute l'efficacité des vaccins, en tout cas de la gestion de la crise du Covid. Lui va devenir le ministre de la Santé. Il va négocier, il va avoir accès à tous les dossiers. Alors, quelle que soit nos positions sur le sujet, pareil, c'est quelque chose d'osé. Trump n'a pas pris des personnalités qui sont dans la lignée de Gabbard ou dans la lignée de Kennedy, qui une fois arrivés au pouvoir vont dire plus ou moins la même chose, mais qui vont s'effacer parce qu'ils vont être craintifs devant cette administration toute-puissante qu'ils vont trouver en face d'eux, ou qui ne vont pas avoir assez de courage de mettre en place des réformes parce qu'ils n'y croient pas assez. Là, il a mis des militants. Kennedy est un militant du bien manger. Kennedy est un militant de dissocier l'industrie de la pharmacie de la santé des États-Unis. On va voir quels sont les besoins de la santé des Américains et on va demander ensuite à l'industrie de la pharmacie de servir les intérêts des Américains, pas de servir les intérêts de leurs actionnaires. C'est quand même quelque chose, enfin, Kennedy incarne ça. Et lui, Kennedy dit, mais c'est le rêve de ma vie. Le rêve de ma vie. Donc lui, il ne va pas prendre le poste, en plus il n'en a pas besoin financièrement, il ne prend pas le poste pour la gloire d'être ministre de la Santé de Donald Trump. Il le prend parce qu'il veut faire quelque chose. Comme Gabbard, comme Patel, on va voir si comme Patel, pardon, est-ce qu'ils vont pouvoir le faire, c'est un autre sujet. Il y en a d'autres aussi à la santé, le docteur Oz, Mehmet Oz, David Walden, donc des personnes qui ont un regard critique sur la façon dont la santé est gérée aux États-Unis. Mais, en même temps, parce que du coup il y a aussi du en même temps un peu chez Donald Trump, mais je dirais que c'est un en même temps peut-être plus logique. En même temps, Donald Trump prend des néoconservateurs dans son gouvernement. Alors ça, j'étais assez attristé de voir ça, dans un premier temps, parce que je me dis, on est reparti pour un tour. Donc on va nous donner un petit peu quelques noms pour nous faire croire qu'il va changer les choses à l'intérieur, mais au fait, ça va être la même politique. Parce que ce soit les démocrates, que ce soit les républicains, comme l'avait dit Helen Keller, eh bien c'est toujours la même politique. Je pense que s'il fait ça, donc je vais vous donner quelques noms, il met Mike Huckabee qui va être ambassadeur des États-Unis en Israël, qui est plus sioniste que Netanyahou. C'est un chrétien évangéliste, mais c'est pour lui, Israël, vraiment, c'est clairement quelqu'un qui va servir, peut-être pas les intérêts d'Israël, mais pour qui les intérêts d'Israël doivent être servis avec une certaine priorité. Marco Rubio est un peu sur la même lignée, il sera secrétaire d'État, donc c'est quand même l'équivalent du ministre des Affaires étrangères des États-Unis. C'est un ennemi de Trump, il avait traité Trump d'escroc, mais si Trump le met à cette place-là, c'est qu'il a certainement une raison. J'espère que c'est lui qui l'a choisi et que ce n'est pas le système qui lui a imposé. Ce n'est pas un grand néoconservateur, mais c'est quand même quelqu'un qui pense que les États-Unis doivent avoir une voix prépondérante dans la gestion des affaires du monde. Le ministre de la Défense, Pete Hegseth, est un peu de la même trempe. Alors lui, un peu plus trivial, c'est un grand médaillé de l'armée américaine. Il est très anti-woke, il est très anti-cancel culture, il est tatoué de partout, il était présentateur de la télévision, donc il est un peu rock'n'roll dans le style de Donald Trump. On ne va pas s'ennuyer avec lui, pour autant, lui aussi, il part de la Russie comme il prend les mêmes termes que John McCain, qui disait que la Russie était une station-service déguisée en pays. Il prend plus ou moins la même expression pour parler de la Russie, avec un regard un peu dédaigneux. Ils sont dans cette lignée des États-Unis qui doivent être très puissants sur la scène internationale. Il a nommé Charles Kushner, c'est un autre Kushner, c'est pas le nôtre, comme ambassadeur des États-Unis en France. Donc c'est le père de son genre. Donc c'est son beau-frère quasiment qu'il nomme. Donc il y a un côté népotique aussi dans la gestion de Donald Trump. Et juste pour la petite histoire, Donald Trump, avant de partir aussi, avait gracié Kushner, parce que Kushner avait été impliqué dans une histoire de mœurs, il avait été emprisonné, il a été condamné à 2 ans de prison, et non seulement Trump l'a sorti, mais maintenant il le nomme ambassadeur en France. On a John Ratcliffe qui va être à la tête de la CIA, qui est un néoconservateur aussi, mais il sera sous les ordres à la fin de Tulsi Gabbard. Donc c'est intéressant, et je pense que Trump fait ça parce que lui il se dit « je ne vais pas pouvoir battre le système ». Trump a dit pendant toute sa campagne « mon plus grand ennemi, c'est pas la Chine, c'est pas la Russie, c'est l'ennemi en interne ». Donc si c'est vrai que c'est l'ennemi en interne,
il doit battre l'ennemi en interne. Si c'est le plus grand ennemi, c'est celui à abattre. Et c'est l'ennemi qui l'a empêché de mener la campagne pour laquelle il avait été élu en 2016. Je pense qu'il a pris quelques néoconservateurs pour deux raisons. D'abord, il veut quand même montrer au monde entier que les États-Unis veulent demeurer une très grande puissance. Donc il veut montrer ses muscles. Il ne va clairement pas mettre, évidemment, un ministre des Affaires étrangères qui ne va pas savoir négocier. Parce que la situation va être difficile, il est en position un peu de faiblesse par rapport à ce monde multipolaire. Il faut quand même quelqu'un qui défende les intérêts des Américains. C'est normal. Donc il va un peu caresser son aile néoconservatrice dans le sens du poil en prenant quelques éléments qui ne sont peut-être pas des caricatures de l'impérialisme américain, comme peut l'être un Blinken, comme l'a pu l'être un McCain. Et il essaye, je pense, de transformer cette aile néoconservatrice américaine de l'intérieur en prenant des personnes qui vont devoir composer avec Kennedy, avec Patel, avec Gabbard, avec Oz, avec les autres. C'est une hypothèse, je ne sais pas, mais c'est la seule explication, on va dire, rationnelle que je trouve à la justification de la nomination de ministres clairement impérialistes américains. Il a deux problèmes majeurs. Trump, on en a un peu parlé tout à l'heure, qui sont le temps et les moyens. Les prochaines élections américaines sont dans 2 ans. C'est ce qu'on appelle les fameux midterms. On va voter pour on va renouveler un tiers du Sénat et les membres de la Chambre des représentants. Donc, Donald Trump doit impérativement, rapidement, faire ses preuves. Parce que sinon, dans 2 ans, si le pouvoir d'achat des Américains n'a pas bougé, si les promesses que Donald Trump n'a pas faites, les Américains vont le sanctionner dans les élections. Et là, si Trump perd, il peut perdre pour le Sénat et la Chambre des représentants. La mise en place de son programme politique va être extrêmement compliquée et vous pouvez être sûr que ce sont les néoconservateurs mondialistes qui reviendront quasiment 2 ans après. Il n'a donc pas beaucoup de temps, il doit agir très vite et il n'a pas les moyens. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Tout le monde voit un peu Donald Trump comme je disais tout à l'heure, comme le thaumaturge qui va tout changer. Mais l'époque où les Américains pouvaient faire tourner la planche à billets, où ils étaient un peu respectés ou en tout cas intimidés par le reste du monde, est fini. Est terminé. Donc du coup, Trump va arriver, va vouloir discuter avec certains pays qui vont lui dire, vont peut-être pas lui dire t'es qui toi, mais ils vont lui dire ok, j'entends, mais moi j'ai pas la même vision que vous. Donc il n'a pas les moyens de sa politique et surtout il n'a pas les moyens de gérer et l'international et le national au même niveau. Et comme je disais, il n'a pas le temps. Donc il va falloir qu'il fasse des priorités. Alors dans le programme de Donald Trump, pour rappel, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, c'est d'abord America First, l'Amérique en premier, il y a la liberté d'expression, redonner du pouvoir d'achat aux Américains, la réémigration, et là il parle de la plus grande opération de déportation, même si le terme déportation en anglais n'a pas tout à fait le même sens qu'en français, c'est quand même un thème extrêmement fort de dire qu'il va organiser la plus grande déportation de l'histoire des États-Unis. Il veut imposer des barrières douanières, couper les subventions aux écoles qui enseignent la théorie du genre, et réduire les réglementations climatiques. Il veut aussi relancer la production, intensifier la production de gaz et de pétrole de schiste. Ça, c'est vraiment important pour lui. Au niveau de l'international, il veut défendre le dollar. On en a déjà parlé, c'est extrêmement important, c'est un des piliers de l'Empire américain. Si le reste du monde fait confiance dans le dollar, quelque part, nous enrichissons les États-Unis et nous nous soumettons à l'extraterritorialité du droit américain. Donc on est en position de souffrance, de faiblesse par rapport aux États-Unis si on utilise leur dollar. Et les États-Unis veulent qu'on utilise leur dollar parce qu'évidemment, c'est une force pour eux. Il a promis qu'il allait mettre fin à la guerre de l'Ukraine sous 24 heures. Ça, sous 24 heures, c'est même pas la peine d'y penser, il ne le fera pas. C'est le côté un peu tonitruant, un peu prétentieux de Trump. Mais il a parlé à de nombreuses reprises de la fin de la guerre en Ukraine. Qui ne comprenaient pas, les Américains ont dépensé quasiment 100 milliards de dollars pour l'Ukraine. Alors c'est moins que l'Union européenne, je ne sais pas si vous connaissez le chiffre, ça va vous faire, j'espère que vous êtes bien assis, mais là, l'Union européenne a promis ou a déjà versé 240 milliards d'euros à l'Ukraine. Et la France s'est engagée sur 26 milliards. Donc on n'a pas d'argent pour les écoles, pas d'argent pour la sécurité, pour la justice, pour la police, pour la santé, mais on a 26 milliards, ça c'est juste la France, pour la guerre entre Européens. Trump a un discours très dur et les néoconservateurs dans son équipe également contre la Chine, qui est le véritable rival des États-Unis. Le pays qui fait le plus peur aux États-Unis au monde, c'est la Chine, qui a développé une capacité industrielle très importante, une capacité de recherche et de développement extrêmement importante, et qui est en train de rattraper le retard qu'elle avait par rapport aux États-Unis, qui ont toujours su
utiliser la recherche et le développement comme atout pour se différencier du reste du monde. Ce n'est pas par rien qu'il y a beaucoup d'innovations qui sortent des États-Unis. Ils vont chercher les chercheurs dans les différents pays, ils les font travailler, ils les payent bien, mais ils savent qu'avec cet investissement, s'ils sont à la tête de la recherche et du développement, ils vont transformer l'économie, parce que du coup, ce sont les innovations qui vont sortir de cette recherche qui vont transformer l'économie, et si les Américains ont les brevets dessus, le reste du monde va suivre. La Chine concurrence donc les États-Unis, et en PIB, en parité de pouvoir d'achat, donc ça c'est important, le PIB, donc en parité de pouvoir d'achat, prend en compte ce que vaut la monnaie locale. Donc si par exemple, pour faire un quart d'heure de taxi à New York, ça va vous coûter, je vais vous prendre 50$, et que vous faites 30 minutes de taxi à Pékin et que ça vous coûte 10$ ou 5$, eh bien le dollar à Pékin vous permet de faire plus de choses que le dollar aux États-Unis. C'est pour ça qu'on prend cette notion de parité de pouvoir d'achat, parce que ça veut dire que globalement, le Chinois est plus riche avec son PIB que l'Américain. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Donc, et on parle aussi de l'OTAN. Alors, il met la pression pour que les pays européens participent plus au budget de l'OTAN. On paye déjà aujourd'hui, on est censé payer, quand on est membre de l'OTAN, 2% de son PIB, c'est gigantesque. Et Donald Trump veut qu'on paye 3% du PIB pour faire partie de l'OTAN. Et clairement, Donald Trump, il traite l'OTAN comme ce qu'elle est réellement. C'est la légion étrangère de l'armée américaine. Et il parle aux membres de l'OTAN comme César parlait aux différentes régions, provinces de l'Empire romain. César ou Auguste, bref, comme faisaient les empereurs romains. Donc, les priorités de Trump. Donc, Trump, il a un côté, donc, dans l'analyse des politiques américaines, il y a les Jeffersoniens, les Jacksoniens, les Hamiltoniens, mais il a un côté Jeffersonien. Donc, de ses priorités au niveau national, il va clairement devoir, donc ça c'est mon conseil à Trump, c'est ce que je pense qu'il doit faire s'il veut être crédible rapidement, c'est se focaliser sur les libertés. Parce qu'on a vu la dérive de la démocratie. Il a vu lui-même que la démocratie, aujourd'hui, en tout cas aux États-Unis, ne fonctionne pas comme une véritable démocratie. Quand vous avez les médias qui décident qui est noir, qui est blanc, quand vous avez la justice qui répond aux ordres, enfin qui vous calomnie ou qui vous intentent des procès, et des juges qui ont été élus par des fonds comme les fonds de Soros, qui sont des personnes qui sont partie prenante dans la politique américaine, quand vous avez des administrations de l'État qui intiment à des réseaux sociaux de ne pas parler de certains sujets, d'interdire certains sujets, on ne peut pas du tout parler de démocratie, ça n'existe pas. Donc je pense que s'il veut redonner un petit peu, s'il veut être crédible, il va devoir s'attaquer aux libertés et montrer aux Américains qu'ils sont dans une véritable démocratie. Il va falloir qu'il nettoie le marigot, chose qu'il n'avait pas réussi la première fois, mais s'il veut être crédible, très rapidement, il va devoir se débarrasser de ces personnes. Et je pense qu'avec les personnes, de ces personnes qui incarnent l'impérialisme américain, le wokisme, et la dérive de la démocratie américaine, et le fait qu'il ait nommé des personnes comme Kennedy ou comme Gabbard, je pense qu'il va avoir accès à des dossiers qui sera prêt à utiliser. Alors il va peut-être utiliser ces dossiers comme élément de chantage. Hein. Il va dire, attendez, j'ai regardé ce que vous faites à la CIA, c'est pas beau là. Et en plus, un tel, vous êtes encore en poste. Donc je vous invite à raser les murs, vous dites rien, je ne parle pas de vous, et vous appliquez la politique que j'ai envie de mettre en place. Ou alors, eh si vous déviez, je vais sortir ces dossiers, parce que je pense que quand on a accès aux dossiers de la CIA, on tient beaucoup de personnes. Pareil, ils sont dans le reste des administrations. S'il est malin, c'est ce qu'il va faire. Parce que c'est ce qui va lui permettre de mettre en place sa politique le plus rapidement possible. Évidemment, il faut qu'il attaque le sujet du pouvoir d'achat, parce que si dans 2 ans, les Américains voient que leur pouvoir d'achat continue de diminuer, ils ne vont pas voter, malgré les bonnes intentions, malgré le travail qui est peut-être fait sur la liberté. Ce qui motive les personnes à voter au bout d'un moment, c'est de se retrouver dans une meilleure situation de pouvoir d'achat, en tout cas, pas qu'elle soit érodée. Et il va falloir qu'ils relancent la réindustrialisation. Une des causes de la situation, c'est quand même dingue que les Américains ou même les Français se plaignent de la richesse de la Chine, alors que nous sommes ceux qui avons participé. Si on n'avait pas délocalisé toutes nos industries en Asie, on n'aurait pas donné le savoir-faire et avoir aussi peu d'estime pour la nation chinoise, qui est une vieille nation, et de penser qu'on allait les garder comme atelier de fabrication de nos baskets ad vitam aeternam, c'était complètement dédaigneux de notre part, et quelque chose qui se retourne contre nous. Et c'est logique. On l'a cherché, cette situation. Donc, Trump a raison de vouloir réindustrialiser.
Mais alors, il va falloir voir, parce que ça va aussi à la place. C'est pas facile de réindustrialiser avec des coûts de production qui sont plus élevés, tout en disant aux Américains, vous allez gagner en pouvoir d'achat. L'équation n'est pas évidente. Pourtant, c'est la bonne direction. Au niveau international, il n'est pas du tout jeffersonien, il est plutôt jacksonien. Donc il veut montrer une Amérique forte. Donc ça, l'empire américain, je pense que Trump est assez malin pour voir que les États-Unis sont arrivés dans ce que l'historien américain Paul Kennedy nommait la surextension impériale. Et quand il avait sorti ça à la fin du XXe siècle, tout le monde lui rionnait. Pourtant, c'est vraiment un des plus grands experts de l'histoire des États-Unis. Et c'est logique. Les empires finissent par s'écrouler parce qu'ils pensent qu'ils sont éternels. Et au bout d'un moment, ben, ils vont trop loin. Ils vont trop loin, ils ne peuvent plus trop contrôler. Je pense que Trump comprend ça, et c'est pour ça qu'il veut négocier avec Poutine, parce qu'il veut faire un empire plus petit. C'est Make America Smaller Empire. C'est un peu, pas aussi gros, parce qu'aujourd'hui, il n'a pas les moyens. Donc il va falloir qu'il négocie. Donc je pense qu'il veut quand même montrer que les États-Unis sont puissants, parce que la puissance des États-Unis sert les intérêts des États-Unis, mais que c'est un négociant. C'est un commerçant, je vous ai dit, il n'a pas de programme politique, il se trompe sur plein de sujets, mais en revanche, c'est un négociant. Et il a du bon sens, ça, il n'y a pas de doute. Et donc, je pense qu'il va s'entourer des personnes, il ne va pas avoir peur de personne, ça c'est clair et net, et qu'il va discuter. Parce que là, en revanche, c'est un très bon négociant. À l'étranger, il va être très très clair, ça va être le plus grand ami d'Israël, je pense qu'il n'y a pas de doute, et quand on voit ce qui se passe en Libye aujourd'hui, je ne pense pas qu'il faille s'attendre à des changements de la position de l'Amérique sur le Moyen-Orient. Donc ça, c'est clair et net qu'il a dit. Les personnes qu'il a nommées dans son gouvernement montrent que c'est la direction qu'il va prendre en faveur de Netanyahou et d'Israël. Mais jusqu'où? Parce qu'il a dit en même temps qu'il voulait la paix à Gaza. Donc voilà, au bout d'un moment, il va se retrouver face à un dilemme. Et Donald Trump est le genre de personnage qui peut, je pense, prendre ce genre de décision. Parce qu'il va être assez libre. Il est riche, il ne pourra pas se présenter une troisième fois. Je pense qu'il veut être... je pense que qu'il a un ego tellement important que ce qui lui est arrivé, le fait qu'il soit attaqué par ses amis, les attaques en justice, les calomnies, ça lui fait du mal et qu'il a envie de sortir comme un héros. C'est ce que je pense qu'il veut faire. S'il n'est pas tenu, c'est ce qu'il veut faire. Et donc il est capable de dire non, attendez, ça c'est les limites là, mais non, on va faire la paix ici, sur place. Donc il est capable, on va voir. En tout cas, c'est clair qu'il sera très, très pro-israélien. Sur la Russie, il a dit qu'il allait négocier avec Poutine, il a dit à de nombreuses reprises qu'il savait négocier avec lui, et c'est vrai, je pense qu'il négociera. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il va pouvoir proposer? Poutine, aujourd'hui, est en train de gagner en Ukraine. Donc, qu'est-ce que vous allez donner à quelqu'un qui est en train de gagner? C'est pas évident. Alors, cette guerre coûte à la Russie, elle fait mal, mais la Russie était très claire sur ce qu'elle voulait, et ils ne retourneront pas en arrière. Donc, qu'est-ce que Trump va pouvoir négocier ou échanger avec Poutine pour avoir la paix, non seulement en Ukraine, mais ailleurs? Je parlais de la Roumanie, de la Moldavie, de la Syrie, même ces régions, l'Afrique, où la Russie a une zone d'influence, comme l'ont tous les pays. La France a une zone d'influence dans le monde aussi, bien évidemment. Qu'est-ce que Trump et Poutine vont pouvoir négocier? Je pense qu'ils vont négocier avec une vision de carte du monde. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux? Et s'ils arrivent à se mettre d'accord là-dessus, il y aura la paix. Ça, je pense. Pourtant, c'est difficile, parce que ça va être difficile, parce que le coup de maître de Poutine, pour l'instant, c'est quand même pas tellement le fait d'avoir gagné plusieurs milliers de kilomètres carrés dans une zone très riche d'Ukraine, et d'avoir montré qu'il n'avait pas peur de l'OTAN ni des États-Unis, mais c'est tout le modèle des BRICS qu'il a monté en parallèle. C'est le corridor commercial nord-sud qui va de l'Inde jusqu'à l'Europe du Nord. 7000 km, un corridor de commerce où tous les pays asiatiques vont pouvoir commercialiser avec, en tout cas, la Russie et l'Europe, si l'Europe le veut. En tout cas, ça c'est un corridor qui, à travers le doux commerce de Montesquieu, va pouvoir augmenter les échanges entre les pays eurasiatiques. Il a la route du Nord par l'Arctique qui permet aux navires asiatiques d'arriver en moitié moins de temps qu'ils le font aujourd'hui par le canal de Suez. Ça, c'est radical. Donc, c'est-à-dire que les produits vont arriver plus rapidement et ça va coûter moins cher parce que les bateaux vont passer moins de temps en mer. Il a les BRICS, il a l'organisation de coopération de Shanghai. Les BRICS, juste pour donner cette anecdote-là, mais il y a quand même, alors que la Russie est censée être au banc des nations si on écoute BFM et LCI, on sait que par l'Institut Wilson que les pays qui appliquent des sanctions contre la Russie, il y en a plus de 20 000, hein. Ces pays-là ne représentent que 16% de la population mondiale. C'est-à-dire que le reste de la population mondiale s'en fiche complètement de continuer de faire du business avec Vladimir Poutine. Et à Kazan, lors du sommet des BRICS,
Vladimir Poutine a rassemblé des pays qui représentent plus de 50% de la population mondiale. Et même des pays, même Erdogan de Turquie est arrivé. Il est membre de l'OTAN, c'est la deuxième plus grande armée de l'OTAN. Il était présent en Russie, il a salué Poutine. Donc c'est quand même un camouflet pour les Occidentaux, pour nous, pour les États-Unis. Donc ça ne va pas être évident pour Trump d'arriver et dire bon mais non, je te laisse l'Ukraine, parce que Poutine va dire mais j'ai plus que l'Ukraine aujourd'hui, et la totalité de l'Ukraine ne m'intéresse pas. Donc il va falloir négocier. Donald Trump a très clairement dit, et son administration est très hostile à la Chine, parce que la Chine est le grand rival. La Chine est le pays qui, si elle dépasse les États-Unis en termes de recherche et de développement, et c'est la trajectoire que prend la Chine aujourd'hui et d'autres pays asiatiques, eh bien, c'est eux qui vont transformer l'économie. Et si c'est eux qui transforment l'économie, ben les Américains, le reste du monde va suivre ceux qui innovent au niveau économique. Donc ça, et la Chine, en même temps, elle a une politique alors, qui est plus subtile, qui est très subtile. C'est quand même la Chine qui a réussi à mettre l'Iran et l'Arabie Saoudite, les deux frères ennemis, autour de la table. La Chine participe aussi à ce processus de dédollarisation avec la Russie, avec les autres membres du BRICS, où ils ne disent pas qu'ils vont complètement éliminer le dollar, mais ils vont dire on a plutôt envie d'être assujetti du droit américain. On a vu comment est-ce que les pays occidentaux ont confisqué les actifs de la Banque centrale russe et qu'ils utilisent les intérêts de ces actifs pour financer la guerre en Ukraine. Donc beaucoup de personnes n'ont plus du tout confiance dans le dollar, n'ont plus du tout confiance dans le modèle américain. Et la Chine est en train de profiter de ça. Et elle fait des transactions avec d'autres pays dans leur monnaie locale, sans passer par le dollar. Donc ils court-circuitent le modèle américain. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est assez important. Et quant à l'Europe, donc je ne vais pas faire tous les continents, mais je pense qu'on va passer à un sale moment avec Donald Trump, contrairement à ce qu'on pense. Parce que Donald Trump n'a pas d'homologue européen à qui parler, à part Viktor Orban et peut-être un peu Mélanie. Tout le reste de l'Europe, tous les responsables européens étaient contre Trump. Ils ne l'ont pas caché. On est dans des pays qui étaient majoritairement anti-Trump. Nos médias étaient anti-Trump, nos politiques étaient anti-Trump. Et même ceux qui devraient être un peu plus proches de Trump avaient peur de le dire. Proche. Le but n'est pas forcément d'être pour ou contre, mais en tout cas d'être plus objectif sur ce qu'ils voulaient faire et pourquoi est-ce que les Américains avaient intérêt, ou en tout cas avaient envie de voter pour lui. Donc, lui, Donald Trump, je pense que les États-Unis, n'oublions pas, ça a été dit de manière très claire par Zbigniew Brzezinski dans son livre Le Grand Échiquier en 1997, qui a influencé toute la politique étrangère américaine, que les États-Unis voient l'Europe de l'Ouest comme un protectorat, comme les Romains voyaient leurs différentes provinces. Et il n'y a pas de raison que ça change avec Trump. Donc il va nous parler, en revanche, il ne va pas nous parler dans les coursives des ambassades et tout, il va dire voici ce que je veux. Et si on continue d'être des atlantistes, eh bien on va obéir. On va obéir bêtement, quitte à faire des choses qui vont faire du mal à nos responsables politiques, mais Donald Trump s'en fiche, il est là pour servir les Américains. Donc du coup, je pense que ça va être extrêmement compliqué. Et en plus, Donald Trump n'est pas du tout aligné sur la politique. Tout ce qu'il veut pour les États-Unis, c'est le contraire que nous faisons, nous, aujourd'hui en Europe. Donc tout ce qu'il lui a dit qu'il allait faire pour les États-Unis, nos responsables politiques font le contraire aujourd'hui en Europe. Donc il a vraiment très peu, il a beaucoup de mépris pour la classe politique européenne aujourd'hui. Donc ça, je pense que l'Europe, ça va être assez compliqué. Et on a cette guerre en Ukraine. S'il la règle, ça peut être intéressant si c'est la paix, mais il peut aussi très bien la régler en se désengageant et en laissant les purs et durs des mondialistes et des atlantistes qui vont rester en Europe. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'atlantistes, ou moins d'atlantistes aux États-Unis qu'il y en aurait en Europe. On peut devenir le bastion des mondialistes. C'est quand même le comble, hein. Vraiment, c'est pas de bol pour nous, mais ça pourrait arriver avec des fous furieux qui se disent bon, ben, Trump, c'est juste un passage, on va attendre le prochain président, mais on va continuer la politique atlantiste, on va continuer la guerre en Ukraine, jusqu'où. Donc voilà, ça c'est possible. Alors, en conclusion, tout dépend de trois choses, à vrai dire. Je vous ai parlé du temps. Trump peut changer beaucoup de choses. C'est ce qu'il a annoncé dans son programme et c'est ce pourquoi il a été élu par les Américains. Ça aura un impact direct sur nous. On l'a vu il y a quelques instants. Ça dépend de trois choses. Le temps, il doit aller très vite. Les moyens, parce qu'il ne peut pas tout faire, donc il va devoir choisir des priorités. Et sa sincérité, parce qu'il peut nous avoir dupés tous. Parce que c'était des discours qu'il fallait tenir pour rassurer les Américains. Et que derrière, eh bien, une fois face à cet état profond, eh bien, il n'arrivera pas à être aussi puissant, aussi malin, plus malin qu'eux, ou alors peut-être qu'il est déjà tenu. D'accord. Donc on ne sait pas. La première fois, il s'est planté quand même. Même s'il a fait quelque chose, il s'est planté. Donc il faut faire attention à ça.
il ne pourra pas gagner sur tous les fronts, et il va devoir donc choisir ses priorités, comme j'ai dit il y a quelques instants. Pour nous, Français, et ça c'est vraiment un message qui est important, on ne doit pas voir Trump comme le sauveur de notre sauveur. Il reste le président d'une nation étrangère. Et s'il fait des choses qui sont bien pour son peuple, tant mieux. Il va y avoir une influence. Le fait que Elon Musk nous donne la possibilité, grâce à Twitter, et lance une vague de défense de la liberté d'expression, est positif. C'est dommage que ça vienne des États-Unis. On aurait préféré que ça soit quelque chose qui soit enraciné chez nous. Ça ne l'est pas. C'est positif. Il faut en profiter. Il y a des idées qui étaient complètement, qu'il était impossible de traiter il y a quelques années, parce que c'était complètement politiquement incorrect. Grâce à l'élection de Trump, il a ouvert des dossiers sur lesquels maintenant c'est un peu plus facile, malgré des médias dominants qui continuent à nous empêcher de nous exprimer, ou qui veulent contrôler les médias, malgré un pouvoir qui fait la chasse aux sorcières. Aujourd'hui, ça va ouvrir la possibilité de discuter de sujets différemment. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, c'est bien. Pour autant, ce n'est pas Donald Trump qui va sauver la France. Et Donald Trump n'aura aucun respect pour des pays soumis. Parce que lui, c'est un homme d'affaires, il va discuter avec les personnes, et il respectera beaucoup plus une nation qui défend ses intérêts. Je rappelle que le général de Gaulle, lui, avait dégagé les troupes américaines de France. Il avait refusé que les Américains nous inondent de leur amgotes, de leurs billets, et il s'était fâché avec les Américains. Et il est sorti du commandement intégré de l'OTAN. Est-ce que les Américains avaient après quelques influences? C'est même sûr, c'est pas. Est-ce qu'ils avaient? Le livre de l'ami américain de Branca le démontre. Les Américains n'ont pas mené la vie facile à De Gaulle, mais ils ont laissé De Gaulle mener sa politique. Et on a pu garder une part de notre souveraineté grâce à ce qu'a fait De Gaulle. Et donc, il ne faut pas avoir peur. Orban est le Premier ministre d'un petit pays en Europe aujourd'hui. Il arrive à tenir tête à l'Union européenne. C'est difficile, mais il arrive à tenir tête. Donc, il faut plus que tout que la France retrouve, et je pense que c'est ça la leçon que nous devons retenir, et de l'élection de Trump, et de ce monde multipolaire qui est en train d'émerger, c'est que l'avenir va appartenir aux nations souveraines. Si on continue à être un pays atlantiste, si on continue à être un pays qui est dans une Union européenne qui est supranationale, qui n'est pas démocrate, où les personnes qui sortent d'on ne sait où, prennent des décisions à notre place, qui nous les imposent, si alors qu'on a la deuxième superficie maritime mondiale, on continue d'importer du poisson, si on était un ancien pays agricole, qu'on importe du poulet d'Ukraine par des oligarques qui appartiennent à des oligarques en Angleterre, si on continue à brader notre économie, si on continue à s'autodétruire au niveau de nos administrations, du service public, de la justice, de la police, on sera respecté par personne, et surtout pas par Donald Trump qui va voir en nous quelques 60 millions de consommateurs. Donc dans ce monde multipolaire qui émerge, on a des pays avec des politiques, des religions complètement différentes. Donc l'idée n'est pas de rentrer dans un modèle, c'est juste d'être français, en France, dans un monde qui est en train de changer, et où nous pouvons défendre notre souveraineté, et en défendant notre souveraineté, défendre l'intérêt de tous les Français. Je vous remercie. Bravo Nicolas, c'est très clair, et je salue particulièrement ta conclusion qui me fait, enfin, avec laquelle je me sens en accord complet. Je crois que la balle est dans notre camp et il ne faut pas attendre de salut des autres. Hein. C'est à nous de... Voilà, et c'est vrai que j'appartiens à une génération qui est un petit peu... qui a son passé derrière lui, mais je crois que c'est possible. Je crois que malgré tous les nuages qui sont au-dessus de nos têtes, toutes les catastrophes qui nous arrivent, et la principale de ces derniers jours, c'est le départ de la France du Tchad. Hein. Le reste, c'est rien. Mais le départ de la France du Tchad, c'est une vraie catastrophe. Vraiment une catastrophe. Donc voilà. Donc je crois que on a tous pas mal de questions. Donc voilà, je veux bien, oui. Prolonger dans votre conclusion l'idée, justement, l'impact que ça peut avoir pour la France. Je pense notamment au premier mandat de Trump et l'impact qu'on a eu en pleine figure. C'est par exemple, il a été pro-vie et nous on s'est pris l'IVG dans la Constitution. Il a été anti-immigration avec le fameux mur et nous on a ouvert les vannes, Merkel aussi, etc. Donc je me dis, oui, on risque d'avoir des sacrés soufflets dans la figure.
et je pense notamment sur la liberté d'expression, ne va-t-on pas interdire Twitter, par exemple, en Europe? On a essayé avec Breton, Oui. mais je pense qu'il va y avoir un sacré coup de levier dans ce sens-là, en disant on ne veut pas dépendre des Russes parce qu'ils nous influencent nos élections, et maintenant on va nous faire du Trumpisme comme ça. Oui. Donc voilà, je pense qu'il y a le domaine de la liberté d'expression, et en matière d'économie aussi. Voilà, par exemple, on voit qu'ils veulent relancer un petit peu une économie plus fossile. Je pense que nous, on va être encore plus dans anti-fossile. Oui, c'est tout à fait possible, et c'est un risque d'avoir... Parce qu'on a des idéologues, on a des personnes qui sont déconnectées du terrain. Ils ne savent pas ce que vivent les Français, ils ne savent pas ce que vivent les Allemands, les Luxembourgeois, tous les bancs. Ce sont des idéologues, et c'est extrêmement dangereux, parce que ce sont eux qui prennent des décisions qui sont contre nature. Et ils peuvent, en effet, ils sont tellement déjà imbus de leur personne, convaincus qu'ils ont raison, tellement hermétiques à toute discussion, dialogue avec leurs opposants politiques, qui peuvent prendre des décisions qui seront suicidaires. Et on peut plonger définitivement. On peut par exemple, les universitaires américains. On va accueillir les universitaires wokistes américains. Tout à fait, on va être leur terre de mission, quasiment. On peut devenir le bastion de Sciences Po et compagnie. Exactement. On peut devenir le bastion du mondialisme avec tous les effets pervers que cela induit pour notre société, parce qu'on ne voit pas, malgré l'élection de Trump, des changements de mentalité. Alors, vous parlez des idéologues, c'est très bien, parce qu'en ce moment, les idéologues sont à l'Assemblée nationale. Tout à l'heure, Henri, tu disais que les institutions de la Ve République étaient comme ceci. Moi, je dis que ce n'est pas les institutions, c'est le Front républicain qui a foutu le bordel. Les institutions, si on avait respecté les élections, même CNews hier montrait un sondage qui montrait sans Front républicain quels étaient le résultat des élections par parti politique. La chose était entendue. Oui, mais donc, Gérard, la Constitution n'a pas interdit les apparentements qui étaient monnaie courante sous la 4e. Ah oui, Et c'est vrai que Michel Debré s'est posé la question, mais il n'y a aucun article de la Constitution qui interdit les apparentements. Absolument, mais ce que je veux dire, c'est que les idéologues sont bien au Parlement, puisque que ce soit la 4e République ou la 5e aujourd'hui, les idéologues magouillent entre le premier et le deuxième tour. Les apparentements, c'est des combines d'idéologues, enfin d'idéologues entre guillemets, parce que l'idéologie, elle est... Mais la 5e République, il y a longtemps qu'elle a été modifiée 25 fois. Il est évident qu'elle est totalement dénaturée aujourd'hui de ce qu'elle était à l'origine. Il y avait peut-être quelques amendements, quelques améliorations à apporter, mais aujourd'hui, elle ne représente plus du tout ce qu'elle était au début, à mon sens. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, alors vous avez évoqué donc très clairement, effectivement, tous ces contre-pouvoirs qui pourraient donc entraver l'action de Trump, les agences à 3 lettres, les différents lobbies, etc. Mais quid, selon vous, des médias? Les médias qui, finalement, surplombent un peu tout ça et, effectivement, dirigent les opinions, bon, c'est tous, de façon qui peuvent être absolument déterminantes. Par exemple, que penseriez-vous d'instaurer, enfin, du moins, de promouvoir la charte de Munich comme un véritable élément qui serait de l'ordre du droit international, enfin, qui aurait la même force, la même capacité, si vous voulez, de réguler le jeu. Enfin voilà, que penseriez-vous de quelque chose de très déterminant dans ce domaine-là, dans le domaine des médias? Je pense que ce serait obligatoire. Si vraiment on devait être imaginons démocratie, pas démocratie, parlons juste de la liberté d'expression. Si vraiment c'est un pilier de notre société, eh bien ça doit être ancré quelque part. Alors c'est normalement, on a le droit dans notre constitution aujourd'hui de s'exprimer, nul ne peut être inquiété par ses opinions, etc. Mais on devrait avoir une espèce d'audition libre des médias aujourd'hui. C'est quand même incroyable. C'est inquiétant. C'est troublant de voir qu'il n'y a pas de véritable débat dans les médias aujourd'hui, que ces médias appartiennent à des oligarques, et je pense qu'un signe fort serait typiquement de dire, nous dans les médias, on va s'assurer qu'il y a la pluralité, ou alors, si vous achetez un journal de gauche, on ne va pas les obliger de mettre des articles de droite, mais qui au moins dans les médias financés par l'État,
eh bien, qu'il y ait la pluralité des opinions et qu'il y ait la possibilité pour tout le monde aussi de pouvoir s'exprimer, parce que sinon, c'est une façon de biaiser le jeu des élections. Si ceux qui sont en train de donner l'information appartiennent à des sociétés qui ont des intérêts dans le jeu politique, l'information est biaisée. Je peux vous donner une anecdote là. J'étais il y a peu de temps avec un journaliste d'un grand média et qui m'a sollicité parce qu'il avait un dilemme, parce qu'il devait parler d'un sujet qui était le contraire de ce qu'il pense. Il devait écrire le contraire de ce qu'il pense. Et il m'a demandé un conseil. Alors, purée, je aurais pu choisir quelqu'un d'autre. Mais s'il ne le faisait pas, il avait peur pour son poste. Il avait peur pour son poste. Donc il y a des journalistes qui sont bien, mais du coup, au bout d'un moment, quand on le dit c'est ça la ligne éditoriale, eh bien c'est ça la ligne éditoriale. Et ça, c'est scandaleux, parce que les journalistes ne vont pas faire leur travail. Si vous avez, la place est tellement bonne au bout d'un moment, si vous avez peur de faire votre boulot, eh bien comment est-ce que vous allez faire des enquêtes sur l'Élysée, sur Macron, sur les députés, sur les financements de certains groupes, si derrière vous avez peur de perdre votre boulot, quoi. Ça n'a aucun intérêt. Et ça, les États-Unis, mine de rien, ils respectent ça mieux que nous. Ouais. Oui, et juste si je peux prolonger d'un mot très rapide, la charte de Munich, c'est jamais que finalement parler de ce qui est vérifiable, de ce qui est incontestable d'une certaine façon. Alors évidemment, ça ne contredit pas comment dire, qu'il y ait des journaux d'opinions diverses, mais en tout cas que les faits qui sont portés à la connaissance du public soient vraiment solides, démontrables, vérifiables par tout un chacun, et que ce ne soient pas des contre-vérités comme on a pu le constater dernièrement. C'est des contre-vérités d'ailleurs qui avaient pour but d'infléchir les opinions dans un sens qui finalement est parfaitement pervers, puisque ce sont des contre-vérités. Donc cette charte de Munich ne devrait-elle pas être d'une certaine façon criminaliser la non... je ne sais pas criminaliser, mais si vous voulez... Je vois le sens, tout à fait. Le non-respect de ces éléments fondamentaux. C'est-à-dire pouvoir mettre en cause un organe, une personne, un journaliste qui aurait dérogé à quelque chose qui est de l'intérêt commun. Moi j'ai envie de vous répondre en tant que juriste, est-ce que vous connaissez beaucoup de chartes internationales qui est réellement une force? Le droit international l'a été pendant un temps. Bon, oui, enfin, très par les X à juste titre. Sur le temps long de l'histoire, c'est infime, c'est des traces. C'est tout. Mais autrement, les chartes sont faites pour être contournées. Et moi, enfin, en tout cas, dans mes études de droit, c'est ce qu'on me démontrait. C'était que toutes les chartes du monde, on a passé son temps à les contourner. Donc, à quoi bon avoir de nouvelles chartes? Dieu sait si on n'en manque pas des chartes. Hein. Mais en tout cas, je crois pas, France, on ne croit pas beaucoup à des affichages comme ça. Alors, en ce qui concerne la liberté d'expression ou la charte de déontologie des journalistes, il ne faut pas oublier qu'il y a une religion qui est très puissante en France. Ce n'est pas forcément les religions auxquelles on pense, c'est la religion des droits de l'homme. Parce qu'à partir du moment où vous allez dire, par exemple, vous parliez de Trump qui voulait faire un mur pour empêcher l'immigration clandestine, si en France on parle même de gérer l'immigration, attention, tonton Adolphe, vous savez, tonton Adolphe, où ça a mené, si vous parlez de médecine ou quoi que ce soit, attention, n'oubliez pas tonton Adolphe, hein, vous savez où ça a mené. Alors, cette religion des droits de l'homme qui instrumentalise une certaine période fâcheuse de l'histoire, mais qui l'instrumentalise pour bloquer la liberté d'expression et la souveraineté populaire. Juste pour continuer, on dit souvent que la presse est le quatrième pouvoir. Il y a qu'à carrément en faire une constitution avec des élections, des juges, des députés. Mais allons-y, quoi, parce que c'est une telle importance dans notre société qu'il faut carrément prendre au sérieux, quoi. Et élire des gens, un président qui soit garant de ça. Pourquoi pas, quoi, parce que c'est fort quand même. Non, mais c'est très fort, et on est, c'était le génie de la télévision, des écrans, qui ont le pouvoir, qui n'est pas forcément le pouvoir que de l'État, le pouvoir de ceux qui ont la puissance, mais qui ont le véritable pouvoir dans le pays, qui rentrent chez nous, ils rentrent sur les téléphones de nos gamins, ils nous invitent. Et c'est eux qui ont le pouvoir. C'est énorme. Il y avait une question, attendez. Exactement. J'essaie de le faire. Il y a des mains qui Là, on vient d'évoquer les droits de l'homme. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que les droits de l'homme nous sont arrivés en France par Lafayette, qui les détenait des États-Unis.
hein, et que la politique qui a été menée, l'idéologie des révolutionnaires, les hommes politiques que nous avons à l'heure d'aujourd'hui suivent toujours la même idéologie. Et c'est symptomatique si on fait une comparaison entre ce que nos ancêtres ont vécu au moment de la Révolution française et ce que nous vivons, nous, à l'heure d'aujourd'hui. Il y a un parallèle saisissant à établir et je pense qu'il va falloir justement faire un débat par rapport à ça pour arriver à en extraire un certain nombre de solutions. Alors, à ce propos, il y a une chose que tu n'as pas dit, mais peut-être que tu l'as écrite dans tes ouvrages, c'est sur la dimension jacksonienne de Trump, c'est-à-dire le pouvoir rendu aux États contre l'État fédéral. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui peut à la fois nous inspirer, mais aussi redonner à l'Amérique un nouvel espace de liberté. Par exemple, sur l'avortement, sa conviction, il est ni pour ni contre l'avortement, il dit simplement, c'est pas à l'État fédéral de décider ce qui doit être fait partout, mais c'est à chaque État de décider. Hein. Et ça, c'est vrai que pour un pays aussi grand, et ça peut avoir du sens dans l'histoire américaine. Trump, il ne veut pas de ministre de l'Éducation. Donc c'est assez amusant, ça. Il dit c'est aux États de décider quelle est l'éducation qui vont mettre en place. Et dans la réduction de la taille de l'administration américaine, c'est clairement aussi parce qu'il y a des espèces de 1000 couches d'administration. Vous avez une administration étatique, puis fédérale, et Trump dit ça ne sert à rien, on est en train de gaspiller le denier du contribuable. Donc c'est plutôt ça. Et donc il y a un principe de subsidiarité que Trump veut mettre en place, où les États vont pouvoir gérer eux-mêmes. Est-ce que Trump est maurassien finalement? Qui sait? D'ailleurs, à ce sujet, je me permets, j'avais entendu dire que quand même il y avait une poussée dans l'électorat aussi, alors sûrement négligeable, hein, enfin sûrement pas négligeable, mais sûrement assez réduite, de l'électorat catholique ou on va dire chrétien conservateur, parce que les Mormons sont un petit peu dans ces veines-là. Et qu'ils auraient un petit peu influé sur, ou du moins que Trump voulait leur donner des gages en nommant certaines des personnes dont vous avez parlé, qui sont non pas néoconservateurs, mais plutôt, on va dire, dans une pensée presque contre-révolutionnaire, quoi. Alors, j'arrive pas jusqu'à contre-révolutionnaire. Non, mais j'ai pas les termes corrects. Mais... Oui, non, mais je vois ce que vous voulez dire. C'est clair et net qu'il s'est entouré d'évangélistes, de protestants, et il y a plusieurs personnes dans son entourage qui sont des chrétiens pratiquants, c'est sûr et certain. C'était pas le cas de Blinken, pas de Blinken, partout de Biden. Ça, c'est sûr et certain. Donc, il y a une espèce d'Amérique protestante, WASP, qui, à sa façon, hein, qui vient au pouvoir, et il leur a donné des rôles importants. Et ça, c'est clair et net. Et ça, Trump s'est entouré de personnalités. Kennedy parle de sa foi ouvertement, et il a différentes personnes dans son entourage. Et ça, c'est nouveau. C'est clair que Biden, qui avait fait du wokisme, vraiment un peu la feuille de route de sélection de ses candidats, est assez loin de ça. Donc, c'est vrai, c'est un élément à noter. Parce que je pense aussi, comme on disait tout à l'heure, c'est quand même important d'avoir des valeurs autour, même si les valeurs ne définissent pas le peuple, c'est quand même important d'avoir un peuple qui se retrouve autour de valeurs importantes. Et les Américains sont déchirés. Ils sont déchirés, donc il ne peut pas avoir la moitié de son cabinet qui soit composé de wokistes, par exemple. Parce que du coup, le wokisme est en train de déchirer la société américaine. Donc il a mis en place, c'est clair qu'ils sont quasiment tous anti-woke. Ça c'est clair. Que ce soit les néoconservateurs qu'il a choisis, ou on va dire les personnes qui sont des isolationnistes, ils sont tous anti-woke. Il se trouve que les gens soient originaires d'origine de la gauche ou de la droite chrétienne américaine, ils pensent tous que le wokisme est allé beaucoup trop loin. Il y a des situations aux États-Unis, voilà, de blancs qui disent qu'ils se sentent pas blancs mais noirs. Oui, donc non mais c'est vrai, on a poussé à partir du moment où on n'est pas ce qu'on est censé, ce que la science définit qu'on est, on peut être un lapin, on peut être n'importe quoi, donc ça, mais on arrive, ils ont commencé plus tôt que nous, ils sont arrivés à la fin peut-être un peu avant, mais justement, ils en reviennent. Donc, Justement, j'ai une question par rapport à ça, parce que justement, les idéologies américaines sont toujours en avance sur nous, en France. Et comme eux, ils vont faire la guerre aux wokistes, est-ce que nous, on n'a pas une chance que justement, ça s'affaiblisse en France? Moi, c'est ce que je pense. Oui. Parce que nous, on est quand même déjà arrivé dans le wokisme, on est pas mal quand même. Ouais, on est pas mal. Donc je pense que d'ici quelques années, je pense que ça va
va s'affaiblir. C'est Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense qu'il faut être clairement des relais de transmission des choses positives qui viennent des États-Unis. Ça, c'est clair et net. Autant je ne veux pas dépendre du président des États-Unis pour mon avenir, autant s'ils font de bonnes choses aux États-Unis qu'on peut en profiter. Si leurs universités sont en train de changer leur position sur le wokisme, eh bien, ça va influer. Ils sont tellement puissants. Ils sont tellement puissants, ils ont tout ce enfin pas tout, mais il y a tellement de choses qui nous imprègnent, qui proviennent des États-Unis. S'ils se mettent à faire des films, qui sont capables de faire des films, il y a d'excellents films américains. Je préfère avoir des films français bien, mais enfin, quitte à avoir des films américains, s'ils arrivent avec une bonne culture, des belles valeurs, ça sera forcément positif pour nous. Ça sera positif, ça sera extrêmement positif. Et s'il y a des belles choses, et si aux États-Unis, ils arrivent à mettre en place des lois qui servent les intérêts des Américains et que ça marche, ça serait super simple pour nous de dire, attendez, ne le traitez pas de conspirationniste, ne dites pas qu'on est des fous furieux, qu'on est des dingos, les Américains l'ont fait et ça marche. C'est quand même malheureusement c'est stupide comme un argument, mais c'est quelque chose qui va nous aider, parce qu'on va dire, regardez, les autres pays l'ont fait, pourquoi est-ce qu'on devrait avoir peur de dire que ça c'est le mariage, ça c'est la liberté d'expression, ça c'est des valeurs qu'on veut défendre. Ça n'a quand même rien de stupide de considérer le soft power américain tel qu'il est. Clairement pas. L'industrie du divertissement, ça a un poids énorme. On l'a vu dans un sens pour le wokisme, par exemple avec Netflix qui inondait tout ça, aussi bien s'ils font machine arrière du fait de par intérêts commerciaux nationaux. Oui. Bien sûr. Si demain, alors pareil, il y aura ce combat, parce que ceux qui sont à la tête de Netflix, qui sont à la tête de ces médias, ils vont pas changer leur programme parce que Trump est arrivé. Et il va falloir qu'il y ait un cheminement qui va devoir se faire. Donc du coup, par rapport aux médias dont on parlait tout à l'heure, des chaînes comme CNN ou CNBC, depuis l'élection de Trump, ont leur audience qui est en chute libre. Les Américains, ils y vont plus. Et d'ailleurs, Trump a fait beaucoup de succès sur les réseaux sociaux, avec je ne sais plus comment il s'appelle, Joe Rogan, avec Tucker Carlson, des personnes qui ont quitté Tucker Carlson, c'était le journaliste vedette de Fox, il se fait virer, il va sur Internet, il a plus de vues sur Internet avec des émissions de 2-3 heures, avec des personnalités du monde entier. Donc ça aussi, ça c'est positif. Et d'ailleurs, en France, le poids des réseaux sociaux, c'est pour ça que je ne sais pas combien de temps ça va durer, est de plus en plus important. Vous pouvez, si vous passez une heure sur certaines émissions d'Internet, on va dire de la pensée non conforme, il vaut mieux faire 7 heures ou ces 2 heures sur Internet que d'avoir 10 minutes sur BFM ou sur LCI. Sur TF1. Imaginez des chaînes non conventionnelles comme on aimerait les voir. Grâce tout. Bien sûr. Bien sûr. Regardez même. Et dans l'opinion, il y a aussi une prise de conscience aujourd'hui. Oui. Les grands médias sont moins crédibles qu'ils ne l'étaient il y a 7 ans. Bien sûr. Les gens ils prennent conscience dans cette crise sanitaire qui ont été plus ou moins se promener. Bien sûr. Parce qu'on a toujours nos problèmes, mais n'oubliez pas ça, c'est que si à la rigueur on était dans une société où il y avait la sécurité, où il y avait la prospérité, mais qu'au niveau des mœurs c'était la catastrophe, eh bien les gens s'en ficheraient parce qu'ils regardent d'abord ce qu'ils ont dans leur assiette et s'ils vivent bien. Mais on n'a pas, la situation ne cesse de s'aggraver chez nous. Donc ça, on est toujours face au problème. Donc les gens qui ont voté Pierre, Paul, Jacques, etc., au bout d'un moment ils vont dire j'ai voté pour tout le monde, rien n'a changé, qu'est-ce que je fais? Donc ils vont quand même chercher des solutions. Et s'il y a d'autres pays, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, on n'est pas obligé de regarder que les États-Unis. Il y a des choses intéressantes qui se passent aux Émirats Arabes Unis, à Singapour, en Chine, en Russie. Il y a des choses qui sont intéressantes. En El Salvador, qui était le pays avec le plus fort de toute criminalité d'Amérique du Sud, est un des pays avec le taux de criminalité le plus faible. Donc c'est possible de lutter contre la criminalité. On va peut-être pas mettre en place les mêmes méthodes que les Salvadoriens, mais de là à se dire aussi, je ne sais pas où est la limite ici, quoi. Donc, c'est la seule méthode. Allez, une dernière question. Pierre Boubaté écrivait en 1950 il disait la France est le 51e État des États-Unis, mais sans avoir les droits qu'avaient les autres États. Ouais, non, c'est bien. En 50 ans. Voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on continue cette discussion en buvant et en se restaurant. Et ceux d'entre vous qui voudraient donc